Bienvenue à son nouveau sommet. Abonnez-vous pour des récits de croissance, de résilience et de nouveaux départs. Chapitre 1. Adrien Valois héritait dans le micro face à des centaines d'invités et déclara que sa fiancée ne le quitterait jamais, car elle avait déjà gaspillé de longues années à l'aimer. La salle de bal se figea à un instant, ce silence particulier qui rendait le bruit de l'argenterie contre la porcelaine presque cruel. Quelques hommes à la table des investisseurs ricanèrent, incertains de savoir s'ils plaisantaient ou s'ils les mettaient à l'épreuve. Adrien se renversa dans son fauteuil avec l'assurance nonchalante d'un homme convaincu que chaque pièce lui appartenait. Son smoking était impeccable, son sourire coûteux, et sa main reposait sur l'épaule nue de la femme assise à ses côtés. Cette femme n'était pas sa fiancée. Élise Moreau se tenaillit au bord de la table d'honneur dans sa simple robe de répétition ivoire, une main encore posée sur le dossier des horaires de mariage qu'elle avait personnellement révisé pendant des nuits sans sommeil. Elle ne bougea pas lorsque les rires se propagèrent. Elle abaissa seulement les yeux vers le verre de champagne devant Adrien et observa les bulles monter comme les dernières petites choses vivantes dans la pièce. Adrien leva son verre vers elle. « Allons, Élise, ne prends pas cet air blessé. Tout le monde ici sait que tu m'aimes. De longues années, c'est un investissement considérable. Tu ne vas pas partir avant la clôture. » La femme à ses côtés, Camille Rousseau, se couvrit la bouche de 2 doigts manucurés. Le geste devait paraître embarrassé, mais le bracelet de diamant glissant le long de son poignet n'avait rien de modeste. Élise reconnut ce bracelet. Il avait appartenu à sa mère et était resté enfermé dans un écrin de velours dans le coffre-fort de l'appartement d'Adrien jusqu'à récemment. Camille remarqua le regard d'Élise et tourna lentement son poignet sous la lumière du lustre. Adrien avait dit que les bijoux de famille devaient être portés par la femme qui représentait son avenir. Il existait bien des façons de briser un cœur. Élise en avait appris la plupart pendant ces longues années passées auprès d'Adrien Valois. Un cœur pouvait se briser silencieusement dans un couloir d'hôpital lorsqu'un homme promettait de travailler tard et que son parfum rentrait imprégné de celui d'une autre. Il pouvait se briser pendant des dîners de charité, lors d'anniversaires repoussés, pendant des soirs où elle restait seule, devant une soupe froide, parce qu'Adrien savait une crise, toujours trop importante pour l'inclure. Mais ce soir-là, dans la grande salle de bal de l'Hôtel de la Couronne, sur les Champs-Élysées, son cœur ne se brisa pas. Il cessa enfin de supplier. Adrien prit son immobilité pour de la soumission. Il l'avait toujours fait. Il se tourna vers les invités et sourit plus largement. Elle est sensible. C'est l'une des raisons pour lesquelles je la garde près de moi. Une femme comme Élise donne à un homme une apparence de stabilité. Camille arritait doucement, un peu trop obéissante. Les doigts d'Élise se crispèrent sur le dossier. L'ancienne Élise aurait peut-être avalé l'insulte parce qu'Adrien avait un conseil d'administration le lendemain. L'ancienne Élise se serait dit que la dignité publique importait plus que la vérité privée. L'ancienne Élise se serait souvenue du jeune homme qui l'avait jadis attendu sous la pluie devant une bibliothèque de la rue Soufflot avec un café tiède et un sac de croissants avant que l'ambition ne le polît jusqu'à le rendre tranchant. Mais l'ancienne Élise n'était plus debout dans cette salle de bal. Elle regarda au-delà d'Adrien, au-delà de Camille, au-delà des invités soudain fascinés par leurs assiettes. Au fond de la pièce, près de l'entrée de service, une femme aux cheveux argentés, vêtue d'un tailleur noir, lui adressa un petit signe de tête. Marianne Belmande, conseil principal du Family Office Moreau, venait d'arriver. Élise posa le dossier sur la table. Adrien leva un sourcil. « Ne fais pas de scène. »« J'allais dire la même chose, » répondit Élise. Sa voix était calme, c'est pourquoi toute la salle l'entendit. Chapitre 2. Des années plus tôt, Adrien Valois n'était pas l'homme qui riait des femmes dans un micro. Il avait été brillant affamé et presque ruiné. Sa première société de technologie médicale accumulait un litige de brevet, 3 ingénieurs non payés et un dossier de présentation plein de promesses qu'il ne pouvait encore tenir. Élise l'avait rencontré lors d'une levée de fonds d'anciens élèves d'une grande école parisienne. Il avait renversé du café noir sur la manche de sa robe bleue et s'était excusé pendant de longues minutes avec une gêne si intense qu'elle lui avait pardonné avant qu'il n'ait fini. Il ne savait pas qui elle était. C'est ce qui avait rendu le début si propre. À l'époque, Élise utilisait le nom de sa mère Moreau sans explication. Elle portait des vêtements simples, conduisait une vieille berline grise et travaillait officiellement comme coordinatrice de projet pour la Fondation des Enfances de la Seine. Elle avait grandi dans une famille dont l'argent possédait des pièces à l'intérieur des pièces.
Mais son grand-père lui avait appris que la richesse visible attirait deux sortes de personnes, celles qui voulaient s'en servir et celles qui voulaient en la punir. Alors Élise avait appris à être utile avant d'être connue. Adrien avait aimé cette version d'elle, ou du moins, Élise l'avait cru. Il aimait sa patience lorsqu'il manquait un dîner. Il aimait sa capacité à lire les contrats et à trouver les pièges que ses avocats négligeaient. Il aimait la façon dont les investisseurs s'adoucissaient lorsque Élise parlait d'impact humain plutôt que de domination de marché. Il aimait qu'elle puisse calmer une pièce sans élever la voix. Il disait qu'elle était sa chance. Pendant longtemps, elle avait pris cela pour de la tendresse. Lorsque sa société avait failli s'effondrer, Élise l'avait introduit auprès d'un fonds de relais discret à travers une structure juridique qui ne révélait pas son nom. Lorsqu'un fournisseur avait menacé de poursuite, elle avait organisé un médiateur que le Family Office utilisait depuis des décennies. Lorsqu'Adrien avait eu besoin de crédibilité, la fondation d'Élise l'avait invité à intervenir lors d'un événement d'innovation pédiatrique. Chaque sauvetage avait été discret. Chaque signature s'était cachée derrière des trusts des comités et une distance professionnelle. Adrien n'avait jamais demandé pourquoi les portes s'ouvraient après qu'Élise ait passé un simple coup de fil. Il préférait croire que le monde l'avait enfin reconnu. Leur succès avait d'abord changé sa posture. Ses épaules s'étaient élargies sur les photographies, son menton s'était relevé. Ses poses s'étaient allongées parce qu'il s'attendait à ce que l'on l'attende. Puis le succès avait changé son langage. Il avait cessé de dire « Nous avons survécu » pour dire « J'ai construit ». Il avait cessé de demander à Élise ce qu'elle pensait pour lui dire ce qui serait pratique. Camille était arrivée lors d'un lancement de produits à Paris. Consultante en relations publiques, aux yeux vifs, aux instincts plus aiguisés encore, elle avait le talent de faire se sentir choisis les hommes puissants. Elle appelait Adrien « visionnaire » dans les interviews. Elle lui touchait le cou en le guidant vers les photographes. Elle riait avant qu'il n'ait fini ses blagues. Élise regardait tout cela depuis le bord de la Seine, un classeur de notes d'urgence entre les mains se répétant que l'insécurité était au-dessous d'elle. Le premier mensonge était arrivé enveloppé de vraisemblance. Camille devait voyager avec Adrien parce que la presse européenne exigeait une continuité. Puis elle avait besoin d'accéder à son agenda parce que le message devait être contrôlé. Puis elle avait besoin d'une suite au même étage parce que les investisseurs pouvaient appeler tard. Adrien expliquait chaque étape avec la patience lasse d'un homme qui sermonnait quelqu'un trop émotionnel pour comprendre les affaires. Élise comprenait les affaires. Elle comprenait aussi la lâcheté. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi elle restait. Peut-être à cause du souvenir de la pluie devant la bibliothèque. Peut-être par peur que partir ne rende ses années ridicules. Peut-être parce que la mère d'Adrien pleurait chaque fois qu'Élise mentionnait de reporter le mariage, disant qu'Adrien avait besoin d'une personne qui ne l'abandonnerait jamais. Élise avait confondu l'endurance avec la loyauté jusqu'à ce que l'endurance commence à pourrir en elle. Les fiançailles étaient venues après un scandale. Un ancien dirigeant avait accusé Adrien d'avoir dissimulé des données d'essai. Élise avait discrètement aidé à prouver que l'accusation était fausse, bien que l'audit ait révélé plusieurs défaillances internes qu'Adrien avait ignorées. Son conseil d'administration avait exigé de la stabilité. Son image publique avait besoin d'une partenaire dévouée. Adrien avait fait sa demande lors d'un dîner de presse caméra prête, Camille debout, derrière le photographe. Élise avait dit oui parce que la salle regardait. Ce fut son erreur. À l'approche du mariage, Adrien ne se donnait même plus la peine de cacher Camille. Il la disait indispensable. Il affirmait qu'Élise était trop traditionnelle pour comprendre l'intimité professionnelle moderne. Lorsqu'Élise s'était opposée, il l'avait embrassée sur le front comme un enfant et lui avait dit que la jalousie était peu séduisante chez une épouse. Le dîner de répétition à l'hôtel de la Couronne devait être l'humiliation finale avant la cérémonie. Adrien croyait qu'Élise l'absorberait comme elle avait absorbé tout le reste. Il ne savait pas que l'hôtel appartenait à un trust de la famille Moreau. Il ne savait pas que les contrats de mariage, les acomptes des prestataires, les accréditations de sécurité et les autorisations d'accès des invités avaient tous passé par le bureau d'Élise. Il ne savait pas que la fiancée tranquille qu'il moquait avait passé le dernier mois à documenter chaque mensonge, chaque transfert non autorisé, chaque message que Camille envoyait depuis son téléphone chiffré et chaque tentative d'Adrien de déplacer des actifs de la société avant le mariage.
Plus, importante encore, il ne savait pas qu'Élise avait reporté son départ uniquement parce qu'elle devait protéger les enfants du programme hospitalier de la Fondation de l'effondrement qu'il provoquerait une fois exposée. L'amour l'avait rendue patiente. La responsabilité l'avait rendue précise. Chapitre 3. Lors du dîner de répétition, Adrien croyait encore que la soirée lui appartenait. Il regarda Marianne Belmont avec une irritation légère, comme si une femme plus âgée en tailleur noir ne pouvait être qu'une responsable d'hôtel venant s'excuser d'un retard de service. Camille parut moins certaine. Les gens qui vivaient d'apparence reconnaissaient souvent plus vite l'autorité lorsqu'elle entrait dans une pièce. Marianne s'approcha d'abord d'Élise, non d'Adrien. Elle portait un mince porte-document en cuir et ne portait aucun bijou, sauf une montre à cadran carré. Ses cheveux gris étaient soigneusement relevés à la nuque. Rien en elle n'invitait au drame. C'est ce qui la rendait terrifiante. « Mademoiselle Moreau, dit-elle, tout est prêt. » Le sourire d'Adrien s'affina. « Mademoiselle Moreau, nous sommes tous amis ici. Si c'est parce qu'Élise est contrariée, vous pouvez me parler. C'est moi qui paye ce mariage. » Marianne se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Non, monsieur Valois, ce n'est pas vous. » La phrase tomba plus fort qu'un cri. Un murmure traversa la salle de bal. Le père d'Adrien cessa de mâcher. Une demoiselle d'honneur regarda le plafond comme si elle pouvait disparaître dans le lustre. La main de Camille glissa de l'épaule d'Adrien. Adrien rit une fois, pardon. Élise ne le regarda pas. Elle ouvrit le dossier posé sur la table et en retira une seule page. Les acomptes ont été réglés depuis un compte lié au Trust hospitalier Moreau. Le lieu ne vous a jamais été facturé. Vous avez signé un devis cérémoniel parce que vous vouliez votre nom en première page du plan de mariage. C'est ridicule, dit Adrien. Mon bureau s'est occupé des arrangements. Votre bureau a envoyé des demandes, répondit Marianne. Mademoiselle Moreau les a approuvées ou refusées. Le bracelet de Camille brilla de nouveau lorsqu'elle serra son sac. Élise vit le mouvement et sentit quelque chose d'ancien et de froid la traverser. Le bracelet de sa mère avait été un objet privé non en raison de son prix, mais en raison de la femme qui l'avait porté. Éliane Moreau avait construit des cliniques pour enfants dans des quartiers où les riches donateurs préféraient ne pas se garer. Elle avait enseigné à Élise que le pouvoir ne valait rien s'il ne protégeait pas quelqu'un de plus vulnérable que soi. Adrien avait posé ce souvenir au poignet de Camille pour faire un point. Alors Élise en fit un sans retour. Le bracelet, dit-elle. Camille cligna des yeux. Quoi? Enlevez-les. Le visage d'Adrien s'assombrit. Élise, ne sois pas mesquine. Ce bracelet n'était pas à vous de donner. Il était dans mon coffre parce que je l'y avais placé lorsque nous avons déménagé et parce que je vous faisais confiance. Le mot de confiance fit quelque chose passer sur le visage d'Adrien, mais cela disparut vite sous l'irritation. Ce n'est que des bijoux. Je peux le remplacer. Élise le regarda enfin. C'est exactement pourquoi vous n'avez jamais mérité d'y toucher. Marianne ouvrit son porte-document. Pour plus de clarté, le bracelet figure dans l'inventaire mémorial Éliane Moreau, article X7. Il n'est pas un bien marital, ni un cadeau à monsieur Valois, ni transférable. Mademoiselle Rousseau, si vous quittez cette pièce avec lui, la sécurité traitera l'affaire comme un vol. Les joues de Camille rougirent. Pour la première fois de la soirée, sa beauté parut un effort. Elle manipula le fermoir. Le bracelet résista puis s'ouvrit. Elle le posa sur la table comme s'il lui avait brûlé la peau. Adrien se leva. « Assez, Élise. Tu te rends ridicule. » Il s'attendait à ce qu'elle tressaille. Elle ne le fit pas. « Non, dit-elle. Je me suis rendu ridicule pendant des années en vous expliquant à des gens qui vous voyaient clairement. » La salle se figea de nouveau, mais cette fois le silence lui appartenait. Adrien baissa la voix. « Comprends-tu ce que tu fais? Demain, c'est notre mariage. Les investisseurs sont ici. Les membres du conseil sont ici. Ma famille est ici. »« Oui, dit Élise. C'est pour cela que j'ai attendu ce soir. » Ses yeux se rétrécirent. « Tu as attendu ?» Marianne posa 3 documents sur la table, chacun marqué d'un onglet bleu. « Monsieur Valois, vous êtes notifié d'un examen d'urgence du Conseil d'une ordonnance de préservation d'actifs demandée par des actionnaires minoritaires et d'une demande formelle de documents concernant des transferts depuis les filiales de Valmed vers des sociétés écrans liées à l'agence de conseil de Mademoiselle Rousseau. » Camille émit un petit son. Adrien se tourna vers elle non par souci, mais en avertissement. Élise le remarqua, et tous ceux assez proches pour voir son visage aussi. L'homme qui avait moqué les longues années d'amour d'une femme calculait déjà qui sacrifier en premier.
Chapitre 4. Adrienne avait bâti sa vie publique sur la conviction que la vitesse pouvait devancer le regard. Il parlait vite, décidait vite, embauchait vite, licenciait vite, était ne s'excusait que lorsque le retard coûterait plus cher que l'orgueil. Dans les premières années, les investisseurs appelaient cela de l'énergie. Les journalistes y voyaient un leadership disruptif. Élise l'avait un jour appelé courage parce qu'elle avait été trop jeune dans l'amour pour distinguer le courage de l'appétit. Mais les documents ne se souciaient pas de la vitesse à laquelle un homme parlait. Les papiers de Marianne Belmont reposaient sur la nappe blanche comme des pierres. Adrien ne les toucha pas. Son conseil général assis 2 tables plus loin avait pâli et chuchotait dans son téléphone. Camille regardait le bracelet abandonné entre les flûtes de champagne comme s'il pouvait l'accuser. « C'est un événement privé, dit Adrien. C'est la est devenue une affaire de gouvernance lorsque vous avez invité des administrateurs, des investisseurs et des dirigeants de la société, répondit Marianne. Plusieurs sont témoins légaux de vos déclarations de ce soir. Mes déclarations, Adrien ricana, mais le son sortit plus mince qu'auparavant. Élise le vit presque chercher le bon masque. Le fiancé charmant ne fonctionnerait pas. L'amant blessé peut-être. Le dirigeant outragé sans doute. Il choisit l'outrage parce qu'il lui avait bien servi avec des employés qui ne pouvaient se permettre de répondre. Élise est émotionnelle, annonça-t-il en se tournant vers la salle. Elle a été sous pression. Les mariages font cela aux femmes. Je m'excuse auprès de tous pour cette petite performance. Pendant des années, ce ton avait fait plus de dégâts que les cris. Il rendait la douleur d'Élise décorative. Il faisait de sa cruauté de la patience. Il invitait les autres à le rejoindre pour la gérer plutôt que de la croire. Cette fois, Élise était prête. Elle sortit une petite télécommande du dossier et appuya sur un bouton. Les écrans de la salle de bal qui défilaient des photographies de fiançailles devinrent noirs. Un instant plus tard, une chronologie apparut. Elle n'était pas dramatique. C'était pire. Date payment numéro de contrat Couriels Approbations du conseil modification non autorisé. Le nom d'Adrien apparaissait à côté de signature. L'agence de Camille à côté de facture de fournisseur. Une société écran au Delaware à côté d'honoraires de conseil pour un travail jamais livré. Plus personne n'est riaït. Adrien se précipita vers le technicien le plus proche. Éteignez ça. 2 agents de sécurité de l'hôtel s'avancèrent calmement sur son chemin. Leur posture était polie, mais leurs épaules n'étaient pas négociables. L'officier principal regarda Élise. « Mademoiselle Moreau, laissez jouer, dit-elle. » Un autre murmure se propagea, mais celui-ci portait de la reconnaissance. Mademoiselle Moreau. Pas la fiancée discrète d'Adrien. Pas la femme qui avait besoin de lui. Mademoiselle Moreau, dont le nom de famille était discrètement gravé dans des ailes d'hôpitaux des programmes de bourse, et le trust privé derrière la moitié des biens culturels de la ville. Adrien l'entendit aussi. Ses yeux allèrent des agents à l'écran puis à Élise. Pour la première fois de la soirée, le doute trancha à travers sa colère. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Des preuves, dit Élise. Tu m'as enquêté. Non, j'ai cessé de te protéger des enquêtes que tu as méritées. » Cette phrase le blessa plus que les documents. Élise le vit dans le léger resserrement autour de sa bouche. Les hommes comme Adrien pouvaient survivre à être accusés de cupidité. Ils pouvaient même transformer la cupidité en ambition avec la bonne interview. Mais se faire dire qu'ils avaient été protégés par la femme qu'ils rabaissaient endommageait la mythologie qui les maintenait debout. Camille chuchota « Adrien, tu as dit que ces paiements étaient des primes. » Il rétorqua « Taille-toi !» Le commandement fut si sec que plusieurs invités se retournèrent. Camille recula, ses yeux brillèrent en d'innocence, mais de la laide prise de conscience qu'elle avait confondu la proximité du pouvoir avec sa possession. L'écran changea pour un fil de messages. Elle croit encore que le mariage est réel. Assez réel pour garder les gens de Moreau calmes jusqu'à la prochaine levée de fonds. Camille. Et après, elle pourra pleurer dans une maison que j'ai achetée. Cruel. Utile. Ah. Élise avait lu ces mots bien des fois seule, dans la lumière bleue de son ordinateur portable dans le bureau de Marianne, à l'arrière d'une voiture devant l'hôpital pour enfants, pendant qu'une petite fille de la fondation lui faisait signe par la fenêtre. Les mots avaient tranché différemment à chaque fois. Maintenant, affichés au-dessus des orchidées et des bougies, ils ne tranchaient plus, ils clarifiaient. Adrienne regarda l'écran comme s'il pouvait l'intimider jusqu'à le faire disparaître. « C'est une correspondance privée, dit-il. »« Depuis un appareil de la société, répondit Marianne. Récupéré lors d'un contrôle de conformité interne autorisé,
après que des paiements suspects à des fournisseurs aient été signalés. Autorisé par qui? La réponse d'Élise fut calme. Par le comité d'investissement. Adrien héritait des nouveaux, mais la peur y était entrée. Tu n'es pas dans mon comité d'investissement. Non, dit Élise. Je préside le trust qui contrôle le fonds de relais dont ta société dépend depuis de longs mois. La salle sembla inspirer. Adrien lui n'inspira pas. Pour une fois, il n'avait aucune phrase prête. Chapitre 5. La première chose qu'Adrien ressentit ne fut pas le regret. Ce fut l'arithmétique. Élise observa ses yeux se déplacer comme il le faisait toujours lorsque les chiffres se réarrangeaient dans son esprit. Le fonds de relais, le projet pilote hospitalier, l'accord de licence d'urgence, l'introduction à la distribution européenne, la scène de conférence à Zurich. Le bureau du sénateur qui avait rappelé après qu'Élise ait organisé un dîner de la fondation. Le donateur anonyme qui avait couvert l'extension de l'essai pédiatrique lorsque Valmed était trop à court de liquidités pour continuer. Un par un, les miracles de sa carrière trouvaient l'ombre d'Élise derrière eux. Il s'assit lentement. Camille resta debout échoué entre la table d'honneur et les invités qui regardaient. Sans le bracelet, son poignet paraissait nu et étrangement jeune. Elle jeta un regard à Adrien, peut-être en attendant une réassurance, peut-être en attendant que l'homme qui lui avait promis un avenir la défende. Adrien ne la regarda pas. Il regarda Élise avec une expression nouvelle qu'elle ne lui avait jamais vue. Pas de l'amour, pas même exactement de la peur. C'était le ressentiment choqué d'un homme découvrant que le sol sous ses pieds avait appartenu à quelqu'un d'autre tout du long. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il. Élise faillit sourire. Non parce que c'était drôle, mais parce que certaines questions étaient si révélatrices qu'elles portaient leur propre réponse. Parce que je voulais savoir qui tu étais lorsque tu croyais que je n'avais rien à offrir. Les mots traversèrent la salle de bal avec une force tranquille. La mère d'Adrien se couvrit la bouche. Son père baissa les yeux vers son steak intact. L'un des administrateurs d'Adrien ferma les yeux comme s'il démissionnait mentalement de chaque conversation qu'il avait jamais eue avec cet homme. Adrien se pencha en avant. « Je t'aimais ». C'était la mauvaise phrase. Elle arrivait trop tard mal habillée et demandant du crédit. Élise se souvint de 1000 moments où ces mots auraient pu compter. Dans le couloir devant le mémorial de sa mère lorsqu'Adrien avait pris un appel au lieu de lui tenir la main. Le jour de son anniversaire, lorsqu'il avait envoyé des fleurs choisies par une assistante et passé la soirée avec Camille à Lisbonne. Dans la cuisine de l'appartement lorsqu'Élise avait demandé s'il y avait quelqu'un d'autre et qu'il l'avait embrassé sur le front avec pitié. Maintenant, les mots sonnaient comme un mot de passe pour une porte déjà verrouillée. « Non, dit Élise, tu aimais être aimé par moi. » Camille laissa échapper un souffle tremblant. « Adrien, de quoi parle-t-elle? Tu disais qu'elle s'accrochait à toi. Tu disais qu'elle n'avait plus de famille. » Élise se tourna vers elle. « Il t'a menti aussi. » Le visage de Camille se durcit, puis se fissura sur les bords. « Ne fais pas comme si nous étions les mêmes. »« Nous ne le sommes pas, dit Élise. Je ne l'ai pas aidé à voler. » La phrase était douce en volume et impitoyable en contenu. Camille regarda de nouveau l'écran. La liste des factures restait visible. Le nom de son agence apparaissait à côté de contrats gonflés de remboursement, en double de frais de voyage facturés à des programmes d'éducation médicale et de paiement qui avaient traversé des comptes qu'elle reconnaissait clairement. Elle secoua la tête une fois non en déni des faits, mais en déni de leurs conséquences. Adrienne se leva de nouveau. C'est absurde. Même si Élise contrôle un canal de financement, elle ne peut pas détruire ma société sans blesser des patients, des employés et des actionnaires. Voilà l'argument otage. Pendant des années, Adrien avait utilisé des noms nobles comme bouclier patients employés, innovation famille avenir. Il enveloppait son ambition de gens qui souffriraient si quelqu'un l'arrêtait. Élise avait anticipé cette défense parce qu'elle l'avait aidé à la façonner trop de fois. Marianne sortit un autre document de son porte-document. Le plan de préservation a déjà été approuvé par des administrateurs indépendants. La masse salariale est financée. Les essais patients se poursuivent sous supervision tierce. Les paiements aux fournisseurs ne sont gelés que là où existent des conflits. L'autorité de vote de M. Valois est suspendue en attendant l'examen. Adrien la fixa. « Vous ne pouvez pas me suspendre. » Une voix d'homme s'éleva de la deuxième table. « Nous le pouvons. » Tous se retournèrent. Daniel Mercier, le plus ancien administrateur indépendant de Valmed, se leva de sa chaise. Il avait les sourcils argentés, un visage fatigué et l'air de quelqu'un qui avait ignoré sa conscience trop longtemps.
La réunion d'urgence s'est conclue plus tôt, dit-il. Vous avez été notifié par le conseil. Vous avez choisi d'assister à ce dîner à la place. La mâchoire d'Adrien se resserra. Daniel ne. Vous nous avez dit qu'Élise était instable, poursuivit Daniel. Vous nous avez dit qu'elle menaçait la société par jalousie. Puis la conformité a envoyé les dossiers. Elle était la raison pour laquelle la société a survécu. La nature publique de la déclaration changea de nouveau la pièce. C'était une chose qu'Élise l'expose. Adrien pouvait appeler cela de la vengeance. C'en était une autre que son propre administrateur le confirme. La colère d'Adrien perdit un peu de sa hauteur. « On peut réparer ça, dit-il à Élise, baissant la voix dans une soudaine tentative d'intimité. « Tu es blessé. Je comprends. J'ai dit des bêtises. Camille était une erreur. Parlons en privé. » Camille émit un sang blessé derrière lui. Élise regarda l'homme qu'elle avait aimé pendant de longues années. La forme de lui était assez familière pour faire mal. Son bouton de manchette gauche était de travers. Elle lui avait offert ses boutons après son premier essai réussi. Il avait été si fier ce soir-là qu'il avait pleuré dans l'ascenseur et caché son visage contre son épaule. Quelque part, entre cet ascenseur et cette salle de bal, il avait décidé que la gratitude était une humiliation. Non, dit-elle. Adrienne cligna des yeux. C'était un si petit mot. Il avait mis de longues années à atteindre sa bouche. Chapitre 6. Le mariage aîné fut pas annulé ce soir-là. C'est ce détail qui fit croire à Adrien qu'il avait encore une chance, après que le dîner de répétition se fut effondré en chuchotements, appels juridiques et invités, feignant de ne pas regarder. Élise partit par un couloir privé avec Marianne. Elle ne pleura pas avant que les portes de l'ascenseur ne se ferment. Même alors, elle le fit silencieusement, une main pressée contre sa bouche, le corps tremblant de la violence d'être resté composé trop longtemps. Marianne n'offrit aucun réconfort vide. Elle tendit à Élise un mouchoir de lin et resta à ses côtés en silence. Lorsque Élise put enfin respirer de nouveau, elle regarda son reflet dans la paroi de l'ascenseur. Ses yeux étaient rouges, sa robe était encore parfaite. Le contraste l'offensa. « Je pensais que je me sentirais libre, dit-elle. »« La liberté arrive souvent avant que le corps n'y croie, » répondit Marianne. Élise faillit rire. « Cela ressemble à quelque chose que ma mère aurait dit. Votre mère disait pire lorsqu'elle était en colère. » C'est la fit rire Élise une fois, brisée mais réelle. Ils passèrent le reste de la nuit dans une suite de conférences 2 étages, sous la salle de bal. Les avocats allaient et venaient. Les rapports de sécurité étaient examinés. Le directeur de l'hôtel confirma qu'Adrien avait tenté d'accéder à la suite nuptiale après le départ d'Élise. On le lui avait refusé. Camille s'était enregistré dans une chambre séparée sous son propre nom, puis avait appelé la réception plusieurs fois pour demander si M. Valois avait demandé une clé. Il ne l'avait pas fait. Au matin, le site du mariage avait disparu. L'équipe florale avait reçu instruction de retirer le monogramme d'Adrien de l'arche de l'allée. L'officiant avait reçu un plan de cérémonie révisé. La liste des invités avait été réduite, puis rétablie, puis discrètement réarrangée. Adrienne appela Élise. Elle laissa sonner. Il envoya des messages. Ne prends pas une décision permanente sous une colère temporaire. Nous devons une conversation. Tu paraîtras cruel si tu m'humilies aujourd'hui. Élise, réponds-moi. Je sais que tu m'aimes encore. Ça fut ce dernier message qui lui fit poser le téléphone. Non parce qu'il était faux. L'amour ne disparaissait pas sur commande. Il restait dans la mémoire musculaire, dans une tendresse stupide, dans la façon dont son esprit savait encore qu'il n'aimait pas le jus d'orange avec de la pulpe. Mais l'amour n'était pas une obligation légale. L'amour n'était pas un consentement à être diminué. L'amour n'était pas une dette qui exigeait d'une femme de continuer à financer l'homme qui dépensait son dévouement comme un revenu jetable. Plus tard, Adrienne trouva Marianne dans le hall de l'hôtel. Élise regardait depuis la mezzanine invisible derrière un paravent d'orchidées blanches. Adrien n'avait pas changé depuis la veille. Sa chemise de smoking était ouverte au col, ses cheveux moins contrôlés, mais la fatigue le rendait plus humain. Pendant une seconde dangereuse, Élise se souvint du jeune homme sous la pluie. Puis il parla. « Dites-lui que je pardonnerai cela si elle s'arrête maintenant. » L'expression de Marianne ne changea pas. « Monsieur Valois, vous n'êtes pas en position de pardonner. Vous croyez que l'argent vous rend intouchable. Non, nous croyons que les dossiers rendent les gens responsables.
Elle m'a aimé pendant de longues années, dit Adrien. Elle a besoin de moi. C'est de la panique. Depuis la mezzanine. Élise sentit ces mots s'installer en elle comme de l'eau glacée. Elle a besoin de moi. Pas elle me connaît. Pas elle m'a fait confiance. Pas je l'ai blessée. Elle a besoin de moi. Marianne leva les yeux. Elle avait su qu'Élise était là. Bien sûr. Marianne savait toujours où se trouvait chacun. Leurs regards se croisèrent brièvement. Élise sortit de derrière les orchidées. Adrien se tourna. Un soulagement traversa son visage si vite que ce fut presque insultant. Il crut que son apparition signifiait la reddition. Il sourit même un peu. « Te voilà, dit-il, des scènes. On peut encore arranger l'optique. » L'optique, répéta Élise. Il écarta les mains. « Tu sais ce que je veux dire. » « Oui. » Elle descendit l'escalier lentement. Le personnel de l'hôtel se déplaçait dans le hall avec une efficacité contrôlée. Des roses blanches remplissaient encore les vases. Un pianiste répétait dans un coin s'arrêtant après une fausse note comme s'il avait senti l'air changer. Adrien baissa la voix lorsqu'elle l'atteignit. « J'étais en colère hier soir. Tu m'as pris de court. Je t'ai exposé. D'accord, tu m'as exposé. Tu es contente, Camille est partie. » Le conseil réagit excessivement. « Mes avocats se peuvent défaire la moitié de cela d'ici peu, mais je ne veux pas de guerre avec toi. Parce que tu tiens à moi. » Il hésita une seconde trop longue. « Parce que nous avons construit une vie, dit-il. » Élise le regarda vraiment. Son visage était encore beau. Ses yeux avaient encore la couleur qu'elle comparait autrefois à du vert d'hiver. Mais elle ne trouvait plus l'homme qu'elle avait pleuré. Peut-être avait-il existé, peut-être non. De toute façon, il ne venait pas la sauver de cela. « Non, dit-elle. J'ai construit un abri autour de ton ambition et je l'ai appelé une vie. » Adrienne tressaillit comme si elle l'avait giflé. Pour une fois, elle ne s'excusa pas de la vérité qui tombait durement. Chapitre 7. La cérémonie commença dans l'après-midi. À ce moment-là, tout le monde savait que quelque chose s'était passé, mais presque personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Cette incertitude remplissait la chapelle comme un temps. Les invités arrivaient en groupe prudent, vêtus de soie et de costumes sombres, chuchotant derrière des programmes qui ne portaient plus le nom d'Adrien en première page. La chapelle de l'Hôtel de la Couronne n'était pas une église, mais elle avait emprunté le langage de la révérence. Hautes fenêtres en ogive mûre de pierre pâle fleurs blanches rassemblaient le long de l'allée en abondance disciplinée. À l'avant, là où Adrien s'attendait à se tenir comme marié, il n'y avait qu'une table étroite portant un vase de verre, un dossier juridique et le bracelet de diamant restauré d'Éliane Moreau. Adrienne entra avec son avocat et sans cortège. Il s'arrêta en voyant la table. Son visage devint blanc, ce qui signifiait qu'il s'efforçait très fort de ne pas montrer sa peur. Il s'était habillé correctement maintenant, smoking noir frais, cheveux peignés en arrière-chaussures cirées. Un homme préparé pour les caméras, un homme préparé à transformer le désastre en réconciliation. Camille entra quelques minutes plus tard par une porte latérale. Sa robe était d'un bleu pâle, assez inappropriée pour être remarquée et assez retenue pour revendiquer l'innocence. Elle s'assit au troisième rang seule. Personne ne bougea pour la saluer. Adrien la vit et détourna le regard. La cruauté de ce petit geste fit plus pour l'exposer qu'un autre écran de preuve n'aurait pu le faire. La bouche de Camille se resserra, son menton se releva. Élise, qui attendait derrière les portes de la chapelle, le vit à travers le étroit panneau de verre et comprit que Camille avait enfin atteint la pièce où les conséquences commençaient. Marianne s'éteignit à côté d'Élise. « Tu peux encore choisir une version plus petite de cela. » Non, dit Élise. « Es-tu certaine ?» Élise toucha le bracelet sur la table à travers le souvenir du poignet de sa mère. « Il a fait de ma loyauté privée une propriété publique. Je la reprends dans le même langage. » Marianne requa une fois la tête, puis marcha lentement. Les portes s'ouvrirent. Les invités se levèrent en partie par instinct, en partie par choc. Élise s'avança dans l'allée en portant une robe de mariée que personne n'avait vue auparavant. Ce n'était pas la robe élaborée choisie par le styliste d'Adrien Selle au corsage rigide et à la traîne conçue pour les photographies de magazines. Cette robe était pure fluide, presque sévère avec de longues manches et une étroite ceinture de satin. Ses cheveux étaient relevés bas. Son visage était calme. Elle ne portait pas de bouquet. Elle portait des documents. Adrienne la fixa lorsqu'elle s'approcha.
Un instant, la vieille faim brilla dans ses yeux. Pas de l'amour, réalisa Élise. La possession reconnaissant la beauté seulement lorsque d'autres pouvaient la voir. Elle s'arrêta à 6 pieds devant lui. Élise, chuchota-t-il. Bien, bien, on peut encore gérer cela. Elle regarda au-delà de lui. Sur le côté du premier rang, un homme se leva. Elias Renard n'était pas aussi célèbre qu'Adrien. Il ne commandait pas les pièces par le volume. Il avait la présence calme et stable de quelqu'un habitué à être confié dans les urgences. Il était chirurgien traumatologue directeur du programme chirurgical pédiatrique que la fondation d'Élise avait financé et l'une des rares personnes qui connaissait son vrai rôle depuis des années sans tenter de s'en servir. Il avait rencontré Élise lors du dernier projet de sa mère, une initiative de clinique mobile qu'Adrien avait un jour rejetée comme philanthropie sentimentale. Elias avait vu Élise négocier des contrats d'approvisionnement, à minuit réconforter des familles à l'aube et refuser le crédit public pour un travail qui sauvait des vies. Il l'aimait depuis longtemps, mais ne lui avait jamais demandé de se vider pour prouver qu'elle le méritait. Adrien suivit son regard. Son expression changea. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Elias marcha jusqu'aux côtés d'Élise, sans la toucher, jusqu'à ce qu'elle prenne sa main la première. La salle comprit avant Adrien. Il rit aigu et incrédule. « Non ?» Élise se tourna vers lui. « Adrien Valois, cette cérémonie n'est pas notre mariage. » Son visage s'évida. « Tu ne peux pas être sérieuse. C'est la dissolution publique d'une performance que tu as confondue avec une possession. » Marianne s'avança et posa le dossier sur la table. La licence de mariage légale entre Mademoiselle Moreau et Monsieur Valois n'a jamais été déposée. Sur instruction de Mademoiselle Moreau, aucune cérémonie valide ne se déroulera entre eux. Adrien regarda de Marianne à Élise puis à Elias. « Tu as amené un autre homme à mon mariage. » La voix d'Élise resta égale. « Non, j'ai amené la vérité au mien. » L'officiant, un juge à la retraite et ami de longue date de la famille, s'avança. Mademoiselle Moreau a demandé une cérémonie d'engagement privé témoignée par des membres sélectionnés de la famille et des administrateurs de la fondation et des amis. Les invités qui ne souhaitent pas rester peuvent partir maintenant. Personne n'est bougé à. Adrien, lui, le fit. Il s'avança vers Élise, mais Elias se déplaça légèrement, non agressivement, juste assez pour rendre la limite visible. Adrien s'arrêta, ses yeux brûlèrent. « Elle m'a aimé pendant de longues années, dit-il en se tournant vers Elias avec un sourire amer. Tu crois qu'elle peut simplement éteindre cela et t'appartenir. » Elias ne mordit pas à l'hameçon. « Elle ne m'appartient pas. » La phrase était si simple qu'elle exposait la pauvreté de tout l'argument d'Adrien. Élise regarda alors Elias, et quelque chose dans son visage s'adoucit d'une façon qu'Adrien n'avait pas vue depuis des années parce qu'il avait cessé de la mériter. Le juge demanda si elle sous Haïtaï poursuivre. Élise dit oui. Elias se tourna vers elle. Il ne joua pas pour la salle. Il ne fit pas de discours sur le fait de l'avoir sauvée. Il parla tranquillement, clairement et seulement à elle. « Je t'ai vu porter des pièces qui ne te remerciaient jamais, dit-il. Je t'ai vu protéger des gens qui ne connaissaient pas ton nom. Je ne te demanderai jamais de devenir plus petite pour que je me sente grand. Si tu marches à mes côtés, je marcherai à tes côtés. Si tu as besoin de silence, je le garderai avec toi. Si tu as besoin que le monde t'entende, je me tiendrai là où ta voix pourra voyager. » La composition d'Élise trembla une seule fois, puis elle prit son visage entre ses mains et l'embrassa devant Adrien, devant les invités, dans la salle, où Adrien s'était attendu à ce qu'elle prouve qu'elle avait besoin de lui. Pendant quelques secondes, la pièce ne respira pas, puis quelqu'un au fond commença à applaudir. Ce n'était pas fort d'abord. Cela sonnait presque inapproprié, une petite rébellion contre le silence stupéfait. Puis une autre personne se joignit, et une autre jusqu'à ce que les applaudissements traversant la chapelle comme une marée. Adrien se tenait en dehors de ce son. La mariée embrassant un autre homme devant lui, c'était Élise, et elle n'avait jamais semblé moins quelqu'un qui avait besoin de permission pour partir. Chapitre 20. Adrien ne s'effondra pas. Élise avait su qu'il ne le ferait pas. Les hommes comme Adrien se brisaient rarement en public lorsque la rage pouvait encore les maintenir debout. Il sourit à la place où essaya. Le résultat fut une ligne fine et ruinée en travers de son visage. « Belle performance, dit-il, lorsque les applaudissements s'estompèrent, très émouvante. Mais le sentiment ne décide pas du contrôle d'entreprise. » Le juge le regarda par-dessus ses lunettes. « Monsieur Valois, vous avez été invité à rester comme témoin, non comme participant. Je suis un participant de ma propre vie. » Élise se tourna d'Elias, sa main encore dans la sienne. Alors commence à en prendre la responsabilité.
L'avocat d'Adrien lui toucha le coude et murmura quelque chose. Adrien le secoua. Ses yeux avaient dépassé la romance maintenant. Il avait trouvé le champ de bataille. Il comprenait la réputation, l'argent, le contrôle. « Tu crois que cela me finit, dit-il. Cela ne me finit pas. J'ai fondé Valmed. Je détiens des brevets. Les employés me suivent. Les patients font confiance à la marque. Les investisseurs aiment les gagnants, Élise. Ils pardonnent les hommes compliqués. Parfois, dit Élise, lorsque compliqué n'est pas un mot poli pour frauduleux. Marianne fit signe vers les portes latérales. 2 responsables de conformité entrèrent avec Daniel Mercier et un observateur nommé par le tribunal. Derrière eux vint une femme du parquet que Adrien reconnut clairement. Sa confiance vacilla. « C'est du harcèlement, dit-il. » L'observateur répondit « C'est la signification d'une ordonnance de conservation de dossiers élargie. Vous êtes tenu de préserver tous les appareils, comptes et communications liés à Valmed, aux stratégies publiques Rousseau et aux fournisseurs listés. » Camille se leva soudain. « J'ai des dossiers. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. La voix d'Adrien baissa. « Assieds-toi. » Cette fois, Camille n'obéit pas. Son visage était pâle, mais l'humiliation avait fermenté en colère. « Non. Tu m'as dit que les contrats étaient approuvés. Tu m'as dit que l'argent de la famille d'Élise serait pratiquement le tien après le mariage. Tu m'as dit qu'elle s'était trop dépendante pour remettre quoi que ce soit en question. » L'expression d'Adrien se durcit. Attention. Camille hérite une fois un son cassant. Ce mot aurait aidé plus tôt. Elle ouvrit son sac et en sortit un téléphone. « J'ai des messages vocaux. J'ai des courriels de ton compte privé. J'ai le tableur que tu m'as fait utiliser pour les factures. » Adrien parut sur le point de traverser l'allée vers elle. La sécurité se déplaça d'abord, non dramatiquement, juste assez. Élise regarda Camille avec une immobilité compliquée. Il n'y avait pas de sororité dans la trahison. Camille s'était moquée d'elle, avait porté le bracelet de sa mère et avait joui de l'illusion de la remplacer. Mais la responsabilité n'exigeait pas qu'Élise nie l'évidence. Adrien avait utilisé Camille aussi. Pas innocemment, pas sans danger, mais de façon prévisible. « Donnez-les à l'observateur, dit Élise. » Camille la regarda. « Cela m'aidera. C'est la peut-aider la vérité. » Camille avala. Pour la première fois, elle sembla comprendre que la vérité n'était pas la même chose que le sauvetage. La représentante du parquet s'avança pour prendre le téléphone. Adrien se tourna vers la salle, désespéré maintenant de reconquérir un public. « Vous savourez tout cela parce que c'est théâtral, dit-il. Mais souvenez-vous de qui a créé de la valeur. Souvenez-vous de qui s'est tenu sur les scènes. Souvenez-vous de qui a construit la société. » Daniel Mercier répondit avec une fatigue tranquille. « Votre nom était sur la scène parce que d'autres personnes empêchaient le plancher de s'effondrer. » Le visage d'Adrien se tordit. « Et vous saviez. Vous saviez tout ce qu'elle était derrière le financement. Certaines d'entre nous en savaient assez pour avoir honte, dit Daniel. » Cette confession altéra le poids émotionnel dans la pièce. Élise vit plusieurs administrateurs détourner le regard. La honte, au moins, était plus utile que le déni. Elle pouvait devenir témoignage. Elle pouvait devenir réforme. Elias serra sa main une fois, non pour la soutenir parce qu'il la croyait faible, mais pour lui rappeler qu'elle n'était pas seule. Le juge s'éclaircit la gorge. « Mademoiselle Moreau, souhaitez-vous continuer ?» Élise regarda Adrien. Il respirait fort, les yeux brillants de la fureur d'un homme qui avait perdu le contrôle et voulait appeler la perte une injustice. « Oui, dit-elle, mais d'abord je veux que le dossier soit clair. » Elle s'avança vers la table et souleva le bracelet de sa mère. « Ceci appartenait à Eliane Moreau, dit-elle. Ma mère croyait que la richesse devait se diriger vers la souffrance, non vers la vanité. Pendant de longues années, j'ai confondu la loyauté avec le silence. J'ai permis à un homme de se tenir dans des pièces bâties par le travail de ma famille et de parler comme s'il se tenait seul. Ce fut mon erreur et je passerai la prochaine partie de ma vie à la corriger. » Elle se tourna légèrement, s'adressant aux invités sans élever la voix. « Valmed ne sera pas détruite. Les programmes pédiatriques continueront. Les employés seront protégés. Les patients ne deviendront pas des dommages collatéraux de l'arrogance d'un seul homme. Mais plus personne ne se cachera derrière eux. » Adrien hérite sous son souffle. « Écoute-toi, tu parles comme une reine. » Élise ferma le bracelet autour de son propre poignet. « Non, dit-elle, je parle comme la personne qui a lu les contrats. » Même certains parents d'Adrien rirent alors doucement, involontairement.
Le son le trancha plus profondément que les applaudissements. Chapitre 9. La cérémonie d'engagement privé dura peu de temps. Elle n'avait ni montée d'orchestre, ni marche dramatique dans l'allée, ni chorégraphie de pages mondaines. Élise et Elias se tinrent devant le juge à la retraite avec Marianne Daniel, les administrateurs de la fondation, et une salle pleine de gens qui étaient entrés, en s'attendant à un scandale, et étaient restés pour être témoins d'une limite devenant une vie. Adrien resta près de l'arrière sous la surveillance de son avocat. Il aurait pu partir. L'orgueil le retint là peut-être parce que partir aurait admis la défaite. Peut-être parce qu'une partie de lui croyait encore qu'Élise regarderait en arrière. Elle ne le fit pas. Elias ne plaça aucun anneau à son doigt. Élise l'avait demandé non parce qu'elle rejetait les symboles, mais parce qu'elle avait besoin que ce jour marque la liberté avant la possession. À la place, il noua un étroit ruban bleu autour de son poignet à côté du bracelet de sa mère. Il venait de la première clinique mobile qu'Eliane Moreau avait financée, une bande décolorée sauvée dans une boîte d'archives pour des raisons sentimentales. Elias l'avait trouvée avec l'aide de Marianne. Une promesse n'a pas besoin d'avoir l'air coûteuse pour être tenue, dit-il. Élise ferma les yeux une seconde. Adrien vit cela, la douceur, la confiance, le souffle sans garde. Cela le blessa plus que les documents, parce que cela prouvait quelque chose qu'il avait évité de comprendre. Élise n'était pas devenue froide. Elle était devenue prudente quant à l'endroit où elle plaçait sa chaleur. Lorsque le juge prononça l'engagement témoigné, Elias embrassa Élise de nouveau plus brièvement, cette fois assez doucement pour être privé à l'intérieur d'une pièce publique. Adrien sortit avant que les applaudissements ne commencent. Sa sortie aurait pu être digne si Camille ne l'avait pas suivi dans le hall. Élise n'avait pas l'intention de regarder, mais les portes de la chapelle restèrent ouvertes, et leurs voix portèrent. Adrien se tourna contre Camille, près de la fontaine de marbre. « Espèce de petite idiote, siffla-t-il. Comprends-tu ce que tu as fait ?» La réponse de Camille trembla, mais tint. « J'ai dit la vérité. Tu nous as détruits tous les deux. Non, Adrienne. Tu as construit une pièce sans issue et tu l'as appelée Amour. » Élise baissa les yeux. Cette phrase n'absolvait pas Camille, mais elle révélait que certaines leçons n'arrivaient qu'après que la honte publique ait dépouillé les costumes. La sécurité escorta Adrien vers une salle de conférence privée où ses appareils furent inventoriés. Camille fut emmenée séparément pour fournir une déclaration. Les invités dérivèrent vers le salon de réception où les fleurs avaient été réarrangées, les serviettes monogrammées retirées et le cake topper remplacé par une simple cascade d'orchidées blanches. La réception était étrange mais pas triste. Les gens parlèrent d'abord prudemment, puis plus honnêtement. Une infirmière pédiatrique de la fondation embrassa Élise et chuchota qu'Eliane aurait été fière. Daniel Mercier s'excusa sans demander à être consolé. La mère d'Adrien s'approcha les yeux rouges, les deux mains crispées, autour d'un mouchoir. « Je t'ai failli, dit-elle. » Le premier instinct d'Élise fut d'adoucir la phrase pour elle. Elle y résista. « Vous l'avez protégé, dit Élise. » La femme plus âgée hocha la tête, les larmes débordant. « Oui. Je pensais que si tu l'épousais, il redeviendrait l'homme qu'il était. »« N'était pas mon travail. » Non, dit la mère d'Adrien, ce ne l'était pas. Il n'y eut pas d'étreinte. Pas alors. Mais il y eut de la vérité, et la vérité était parfois la première miséricorde après des années de performance. Pleustard d'Élise sortit sur un balcon surplombant la ville. Le soir était devenu doré sur les bords. En bas, les voitures se déplaçaient le long de l'avenue en file patiente. Le monde n'avait pas pris fin parce qu'un engagement l'avait fait. La pensée paraissait presque grossière dans sa simplicité. Elias la rejoignit avec 2 verres d'eau. « Pas de champagne ?» demanda-t-elle. « Tu as déjà eu assez de choses qu'on te tend pour le symbole aujourd'hui. » Elle irritait vraiment cette fois. Il s'appuya sur la rambarde à ses côtés, laissant de l'espace entre eux jusqu'à ce qu'elle le ferme. C'était l'une des choses qu'elle aimait chez lui. Il comprenait que la douceur n'était pas de la distance. C'était une permission. « Ça va ?» demanda-t-il. Élise regarda un bus s'arrêter au coin. Une femme avec une poussette en descendit, ajustant le chapeau d'un enfant contre le soleil. La tendresse ordinaire continuait partout indifférente au scandale. « Je pleure quelqu'un qui n'a peut-être jamais existé, dit Élise. » Elias hocha la tête. « C'est encore du deuil. »« Et je suis soulagé. Cela est encore permis. » Elle le regarda. « Tu fais de la place pour les réponses compliquées. Tout a vécu des années compliquées. » À l'intérieur, la musique commença. Non la marche nuptiale, qu'Adrien avait choisi, mais un morceau de piano doux qu'aimait la mère d'Élise.
Marianne, clairement responsable, feignait de ne pas regarder depuis l'embrasure. Élise tendit la main à Elias. « Danse avec moi. » Il sourit. « Ici. »« Ah, ici. » Ils dansèrent sur le balcon sans public, sans caméra, sans cadre parfait. La robe d'Élise bougeait autour de ses chevilles. Le bracelet de sa mère capturait la dernière lumière du soleil. Pour la première fois de la journée, elle n'exposait rien, ne prouvait rien, ne terminait rien. Elle était simplement là. Chapitre 10. Les suites ne deviennent pas propres simplement parce que la cérémonie l'avait été. Les histoires publiques se souciaient rarement de l'exactitude privée. Au matin suivant, les titres avaient transformé Élise en plusieurs femmes différentes. Mariée milliardaire, humilie le marié. Héritière secrète abandonne le fondateur à l'hôtel. Maîtresse expose le PDG médical. Certains articles peignaient Élise comme impitoyable. D'autres appelaient d'iconique. Quelques-uns se demandaient si elle avait planifié toute la relation comme un piège d'entreprise, parce que le monde peinait souvent à imaginer qu'une femme pouvait être à la fois blessée et stratégique. Élise ne répondit pas à chaque histoire. Elle publia une seule déclaration par le Family Office Moreau. Les programmes patients de Valmed se poursuivront sous supervision indépendante. La masse salariale des employés et les obligations de recherche ont été sécurisées. L'examen concerne la conduite des dirigeants, les conflits avec les fournisseurs et le détournement de fonds restreints. Aucun autre commentaire ne sera fait concernant les relations privées. La déclaration était ennuyeuse par conception. L'ennui protégeait les gens. Adrien tenta d'être plus intéressant. Sa première interview fut annulée après l'intervention du conseil. Sa seconde tentative, un mémo vocal filtré à un journaliste ami, décrivait Élise comme vindicative, émotionnellement instable et manipulée par de vieux conseillers de famille. Malheureusement pour lui, le mémo contredisait aussi son précédent témoignage devant le conseil. Marianne le transmit aux avocats appropriés sans commentaire. Camille coopéra quelques jours, puis tenta de vendre sa version de l'histoire à un producteur de streaming. Le parquet lui rappela que monétiser des preuves sous examen n'aiderait pas sa crédibilité. Elle se retira puis publia des excuses rédigées par quelqu'un de coûteux. Élise ne lut que le premier paragraphe. Il contenait le mot « douleur » 6 fois et « responsabilité » 1 fois. Elle ferma la page. La responsabilité n'était pas un mot décoratif. Elle exigeait du poids. Dans les semaines qui suivirent, Adrien démissionna avant que le conseil ne puisse le retirer. Formellement. Il appela cela une décision personnelle. Les dépôts réglementaires l'appelèrent séparation suite à un examen interne. Les investisseurs comprirent la différence. Ses droits de vote restèrent liés dans des litiges. Plusieurs actifs furent gelés. 2 dirigeants qui avaient permis le schéma des fournisseurs entrèrent dans des accords de coopération. La société survécut parce qu'Élise avait insisté dès le début qu'elle devait le faire. Cela lui importait plus que la chute d'Adrien. Un après-midi, elle visita l'aile de l'hôpital pour enfants que sa mère avait financé. La plaque portait encore le nom Centre Eliane Moreau pour la mobilité pédiatrique. Élise passa les doigts sur les lettres gravées et se souvint d'avoir eu 19 ans en colère contre la maladie de sa mère furieuse, que la richesse puisse acheter du marbre et des machines, mais pas plus de temps. Un petit garçon au plâtre vert passa en fauteuil roulant décoré d'autocollants. Elias marchait à ses côtés, écoutant sérieusement une explication sur pourquoi les dinosaures feraient d'excellents gardes de sécurité hospitaliers. Lorsque Elias leva les yeux et vit Élise, son visage changea de la petite façon honnête qui lui serrait la poitrine. Le garçon fit signe. « Vous êtes la dame des informations. » Élise s'accroupit pour être à sa hauteur. « Peut-être. Cela dépend de quelles informations. Ma grand-mère a dit que vous avez fait peur à un méchant homme. » Elias toussa dans sa main. Élise sourit. « J'ai dit la vérité à un homme qui avait besoin de l'entendre. Il a eu peur. Je crois qu'il a été surpris. » Le garçon considéra cela. Les dinosaures auraient aidé. Je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Après qu'il se fut éloigné, Elias la regarda. La prochaine fois. Apparemment, j'ai des recommandations de sécurité à considérer. Ils se marchèrent à travers le jardin de l'hôpital, où les noms des donateurs apparaissaient sur de petites plaques de laiton le long du chemin. Élise trouvait autrefois ces plaques réconfortantes. Maintenant, elle les étudiait avec un œil plus sceptique. Les noms étaient faciles. La gestion était plus dure. « Je veux restructurer la fondation, dit-elle. » Elias lui jeta un regard. « Comment ? » « Des subventions, plus transparentèse. Un examen familial indépendant, moins d'événements de vanité.
une assistance directe aux patients, protégée des partenariats d'entreprise. Et je veux une bourse pour les femmes en conformité médicale. C'est précis. J'ai eu un mois précis. Il sourit. Ta mère approuverait. Élise regarda vers l'aile. Elle demanderait pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. Aussi vrai. C'était une autre chose qu'elle s'aimait chez Elias. Il ne polisait pas les morts enceints. Il les laissait rester réels, ce qui rendait la mémoire moins solitaire. Ils s'arrêtèrent sous un érable. Les feuilles bougèrent au-dessus, brisant la lumière du soleil en morceaux sur le chemin. Élise pensa alors à Adrien, non avec nostalgie, mais avec une tristesse distante. De longues années, ce n'était pas rien. C'étaient des repas préparés, des discours édités, des vols réarrangés, des fièvres soignées, des excuses acceptées, des avertissements ignorés. C'était une vie qu'elle avait essayé de construire. La rejeter entièrement serait une autre sorte de mensonge. Mais elle n'avait plus besoin que ces années se justifient elles-mêmes. Elle lui avait enseigné le coup d'abandonner ses propres limites. Cela suffisait. Chapitre 11. Le sommet s'ouvrit avec Élise à la tribune. Elle avait refusé une introduction dramatique, aucun langage d'allée secrète, aucune référence à la mariée virale, aucune mention d'Adrien au-delà des réformes de gouvernance qui rendaient ce jour nécessaire. Le programme la listait simplement comme Élise Moreau, présidente de la fondation Eliane Moreau. Pour une fois, la simplicité ne semblait pas une dissimulation. Elle regarda la salle de bal. Au premier rang, Marianne était assise les mains croisées sur un bloc-notes. Daniel Mercier était assis 2 sièges plus loin, se préparant à parler de responsabilité des conseils. Camille n'était pas présente, mais les preuves qu'elle avait soumises avaient aidé les procureurs à défaire le schéma des fournisseurs. Elle ferait face à des conséquences, bien que pas à la version cruelle de fantasme que des inconnus exigent ayant en ligne. La vraie responsabilité était plus lente, moins satisfaisante et plus importante. Elias entra discrètement pendant la 2e minute, encore en blouse d'hôpital sous une veste sombre. Il se tint au fond plutôt que d'interrompre la salle. Élise le vit et sentit de la chaleur la traverser sans avoir besoin de la poursuivre. Elle commença. « Pendant des années, j'ai cru que la loyauté silencieuse était toujours noble. J'avais tort. La loyauté sans limite devient une permission pour le mal. Le silence sans vérité devient un abri pour ceux qui abusent de la confiance. » La salle écouta. Élise ne leur raconta pas chaque détail personnel. Elle n'en avait pas besoin. L'histoire avait déjà été nourrie au public en morceaux, certains vrais, certains aiguisés pour les clics. Ce qu'elle offrait à la place, c'était la leçon sous le spectacle. Elle parla de fonds restreints et de pourquoi la proximité émotionnelle avec les fondateurs pouvait compromettre la supervision. Elle parla de programmes patients qui ne devaient jamais dépendre de la réputation d'un dirigeant charismatique. Elle parla de femmes dont le travail disparaissait derrière les victoires publiques des hommes. Elle parla de documents d'audit d'administrateurs indépendants et du courage requis pour poser des questions simples lorsque tout le monde préférait un mythe pratique. Sa voix ne trembla pas. Près de la fin, elle toucha le bracelet à son poignet. Ma mère disait que le pouvoir ne devait laisser d'empreinte que là où la protection était nécessaire. Je croyais autrefois que cela signifiait rester invisible. Maintenant, je pense que cela signifie autre chose. Cela signifie que nous n'utilisons pas le pouvoir pour humilier. Nous l'utilisons pour empêcher que l'humiliation ne devienne un système. Marianne baissa les yeux sur ses notes, mais Élise la vit essuyer un œil. La fondation Eliane Moreau financera 5 nouvelles bourses de conformité cette année, continua Élise. Elles seront attribuées à des femmes travaillant en éthique médicale, finance associative et plaidoyer pour les patients. Leur travail ne fera pas de tendance en ligne. Il ne deviendra peut-être jamais dramatique. C'est ainsi que nous saurons qu'il fonctionne. Un rire doux traversa la salle. Élise sourit. Le drame est obeste coûteux. La prévention est meilleure. Lorsqu'elle eut terminé, les applaudissements furent stables et réfléchis, non les applaudissements explosifs de la chapelle, non les applaudissements de scandale. C'était de la reconnaissance du travail, et cela nourrissait une partie différente d'elle. Après le panel, une jeune femme s'approcha d'Élise près de la scène. Elle portait un tailleur marine un peu trop large aux épaules et tenait un dossier contre sa poitrine. « Mademoiselle Moreau, dit-elle nerveuse, j'ai postulé pour la bourse. Comment vous appelez-vous ? Maya. Dites-moi ce que vous voulez changer. » Maya, la jeune femme, prit une inspiration et commença à parler de transparence de facturation pour les cliniques rurales. Sa voix se renforça en expliquant.
Élise écouta attentivement, posant des questions, prenant des notes. De l'autre côté de la salle, Elias regardait avec un sourire. Marianne parlait déjà à quelqu'un du comité de sélection. La vie ne se reconstruisait pas en un moment cinématographique. Elle se reconstruisait dans des réunions, des signatures, des conversations honnêtes, des petits déjeuners tranquilles. Un sommeil qui venait plus facilement, de vieilles chansons qui ne faisaient plus mal. Et le premier matin où une femme se réveillait sans répéter l'humeur de quelqu'un d'autre avant de ressentir la sienne. Des mois plus tard, lorsque les gens reconnaissaient encore Élise à partir de l'extrait viral, ils demandaient souvent à propos du baiser. Était-il planifié? Était-ce de la vengeance, Adrien savait-il? Élise ne leur donna jamais la réponse qu'ils voulaient. Le baiser n'avait pas été pour Adrien même s'il l'avait vu. Ce n'avait pas été une arme même s'il l'avait blessé. C'était le premier moment public depuis des années où Élise avait choisi la tendresse sans demander si cela protégerait l'orgueil d'un homme. C'est pourquoi cela importait. Un soir d'hiver, Élise et Elias revinrent sur le balcon de l'hôtel de la Couronne après un dîner de la Fondation. La ville scintillait en bas. L'air était assez froid pour qu'Élise rentre les mains dans les manches de son manteau. Elias lui offrit son bras. « Tu penses à ce jour ?»« Un peu. Bon souvenir ou mauvais ?» Élise considéra. À l'intérieur de l'hôtel, le personnel rangeait les assiettes. Quelque part en bas, un pianiste jouait le même morceau que lors de la cérémonie, bien que plus lentement maintenant. « Un sommet, dit-elle finalement. Elias la regarda. « Un sommet. Non parce que c'était heureux. Parce que je pouvais tout voir d'ici. Ce que j'avais survécu, ce que j'avais confondu avec de l'amour, ce que j'avais encore à protéger, où je voulais aller ensuite. » Il hocha la tête. Son nouveau sommet. Élise sourit à la phrase. Cela sonnait comme un nom de chaîne, un titre, une promesse faite aux femmes à qui l'on avait dit que leur dévouement les piégeait. Elle regarda le bracelet de sa mère. Les diamants étaient tranquilles dans la lumière d'hiver. Beau, oui, mais plus un symbole de ce qui avait été volé. C'était un rappel de ce qui avait été rendu à sa place légitime. Adrien avait un jour cru que de longues années d'amour signifiait qu'Élise avait besoin de lui. Il s'était trompé. De longues années lui avaient enseigné la patience. La trahison lui avait enseigné la précision. Partir lui avait enseigné que la dignité n'arrivait pas lorsqu'un homme regrettait de la perdre. Elle arrivait lorsqu'elle cessait de négocier avec la partie d'elle-même qui connaissait déjà la vérité. La marier embrassant un autre homme devant lui n'avait jamais été la fin de l'histoire. C'était le moment où Élise Moreau était enfin entrée dans une vie où l'amour n'exigeait pas de disparaître. Était de cette hauteur, elle ne regarda pas en arrière. Abonnez-vous pour d'autres récits de son nouveau sommet, là où les femmes silencieuses s'élèvent, où le pouvoir caché parle, et où la trahison rencontre enfin ses conséquences. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire pour partager ce qu'elle vous a fait ressentir. Dites-nous qui dans votre quotidien mérite enfin d'être regardé avec respect. Et si vous souhaitez continuer à recevoir des récits qui éveillent l'âme et rappellent ce qui compte vraiment, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien permet à ces messages de voyager plus loin et de toucher encore plus de cœurs. Ensemble, apprenons à voir vraiment.